La violence conjugale, ça va de la première insulte jusqu'à la mort. Très jeune, j'ai rencontré ce qu'était la violence au quotidien parce que mes parents ont divorcé lorsque j'avais 4 ans. Et ma maman a rencontré un homme qui lui était violent parce que je l'ai vu de mes propres yeux, parce qu'elle me le disait. C'est quelque chose qui me paraissait entre parenthèses normal parce que j'entendais mes tantes, ma grand-mère en parler. Ils en parlaient comme si ma maman partait en voyage. Elle me disait, tu sais, avec la violence que je vis, un jour je vais partir. Elle m'avait fait faire la promesse de m'occuper de ma petite sœur. Elle voulait plein de choses. En gros, elle me préparait à sa mort. Mais je voulais pas l'écouter, je lui disais mais non, je veux pas t'entendre, je refusais. J'ai perdu ma maman lorsque j'avais 12 ans. Et plus j'ai grandi, plus je ressemble à ma maman et plus mon papa avait du mal avec moi. Quelque part, c'était par l'amour qu'il portait à ma mère. Mais j'étais rejetée jusqu'au jour où vraiment il m'a mis dehors avec mes affaires par-dessus la fenêtre. Je lui en veux pas, hein. À 16 ans, j'étais dehors, donc j'ai dû appeler mon petit copain de l'époque, aller vivre chez lui. Donc à 16 ans, aller vivre dans un foyer avec un homme, c'est compliqué d'avoir une vie de jeune femme. Mais j'ai repris mes études, j'ai refait un BTS tourisme, je voulais partir en fait. Du coup, je suis passée de la vie d'enfance à la vie d'adulte, mais ça n'a pas été un choix. Au moment où on m'a offert cet appartement dans le foyer, lorsque j'avais des amis qui vivaient des choses terribles chez eux, je leur disais de venir habiter chez moi, sauf que c'était pas chez moi. J'avais absolument pas droit de recevoir des gens. Je l'ai quand même fait. J'ai aidé jusqu'au jour où j'ai rencontré un garçon que j'ai voulu aider. Et ce garçon-là avait, comme moi, 17 ans, et me disait que son papa était violent, qu'il frappait toute sa famille, qu'il avait été violé par son tonton. Toutes ces choses qui, évidemment, m'ont touchée. Et comme j'avais l'habitude, j'ai dit, viens chez moi, le temps que tu sois majeur, que tu prennes ton appartement, etc. Et c'est comme ça que j'ai rencontré l'autre bis. Celui qui a violenté ma maman, je l'appelle l'autre. Le second, je l'appelle l'autre bis, parce que j'ai pas envie de dire leur prénom. Donc, l'autre bis, finalement, s'est avéré violent. Et en plus, c'était pas vrai tout ce qu'il m'avait dit qu'il avait vécu. Donc je me suis rebellée parce que moi, dans ma tête, ma mère avait vécu la violence. Je disais haut et fort, il est hors de question que moi je vive la violence. Je ne la vivrai jamais. Donc il m'a poussée encore plus fort à terre et je suis tombée. Je me suis relevée et j'ai dit, j'appelle ta mère, tu vas rentrer chez toi. C'est là qu'il m'a giflé. Donc je suis retombée à terre et cette première gifle que je suis tombée dans la soumission. Mais sur le moment, c'était inconscient. Mais après la première gifle, je me rebellais plus. Il s'excuse. Il est gentil, il vous couvre de bisous et de cadeaux. Puis, comme par magie, c'est comme si du coup, je vivais une relation avec lui. Il était resté là, dans mon appart. Et puis, on a commencé à avoir une relation sexuelle et tout. C'est comme si j'avais comme été obligée que ce soit mon petit ami, quoi. Finalement, je me suis fait virer du foyer parce que je n'avais pas le droit de recevoir qui que ce soit. Donc, il a appelé sa mère. Ses parents sont venus nous chercher et me voilà débarqué chez lui. Au départ, je me suis dit, peut-être que je vais plus vivre la violence. Sa maman va sûrement me défendre. Et arrivé chez lui, c'était le pire du pire, quoi. Il est devenu encore plus violent, physiquement, psychologiquement et sexuellement. Ses mains me violentaient, me donnaient des coups. Sa bouche, j'avais pas envie qu'elle m'embrasse. Sa bouche, elle m'insultait, elle me disait des choses atroces. Ses yeux, j'avais pas envie qu'il me regarde dans mon intimité ou nu. Quand il me violentait, il avait les yeux du diable. Donc j'avais un dégoût et j'avais plus d'envie. Quand tu n'as plus envie et que tu es sous violence, le compagnon, il te fait avoir des actes par force, que ce soit des actes buccaux. Il te cogne la tête au mur, il te fait saigner, il s'en fout, il te met des coups pendant qu'il te fait l'amour, entre parenthèses, parce que lui pense qu'il te fait l'amour. Et du coup, un jour, il a fini l'acte sexuel en moi, en me disant, si t'es enceinte, comme ça, tu m'appartiendras à vie. Et je suis tombée enceinte. Mais il était hors de question que je garde son enfant. Donc je suis partie à l'hôpital et je me suis retrouvée dans le bus et il était dans le bus. En fait, il m'avait suivie. Et là, il m'a dit, si tu descends à l'arrêt de l'hôpital, je te tue. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il était sérieux. J'avais bien compris depuis longtemps qu'il était sérieux, qu'il pouvait le faire un jour. Je savais pas quand, mais je savais qu'il allait le faire un jour, comme ma maman le savait. Et donc, je ne suis pas descendue. Et il m'a violentée pendant les 9 mois de grossesse. J'ai fait 24 heures d'accouchement. Mon col n'arrivait pas à s'ouvrir. Parce que lorsque les aides-soignants, les infirmiers et les médecins sortaient de la chambre, ils me frappaient. Alors que mon accouchement avait été déclenché. Donc j'avais des contractions et il m'a frappée à un point que j'ai fini par avoir une césarienne parce que au bout de 24 heures, j'étais épuisée. Le bébé était épuisé. Nos 2 cœurs commençaient à ralentir. Donc il m'a violentée tout le temps. Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je suis arrivée chez moi, le bébé dans les bras, il m'a violentée. Je suis tombée avec l'enfant par terre. L'enfant est tombé par terre, donc il m'a encore plus violentée. Enfin, ce n'était que ça, quoi. Les violences conjugales, ça va de la première insulte jusqu'à la mort. C'est inévitable. Tu vas à la mort. Et donc, je rentrais chez ses parents. Et là, je vois la porte s'ouvrir. Et je passe ma tête, et là, la porte se referme sur ma tête. Donc, on m'ouvre derrière les 2 oreilles. J'étais complètement sonnée. Là, il m'attrape par les cheveux et il me monte l'escalier par les cheveux. Et là, en haut de l'escalier, donc dans le couloir, il y avait une chaise. Je me rappellerai toute ma vie. Il m'a dit de m'asseoir, il m'a lancé sur la chaise et il m'a dit « Aujourd'hui, c'est le jour de ta mort ». Et j'ai compris que c'était réel.
Je l'ai vu dans ses yeux, je l'ai compris dans son grain de voix, je l'ai senti, quoi. C'est la première fois où je pense que je me suis pas battue, j'avais compris que c'était le jour de ma mort. Et il a commencé à me frapper plus fort que d'habitude. Et à chaque fois que je tombais de ma chaise, il me disait « tu te relèves, tu te remets sur la chaise pour me mettre un autre coup ». Mais ce n'était qu'un début, je le savais pas encore. C'était qu'un début. J'ai jamais eu aucune idée de combien de temps a duré la séquestration. Je me souviens qu'il m'a violentée dans tout l'appartement. Dans la cuisine, je me souviens qu'il y avait son papa. Je lui ai demandé de l'aide. Son père lui a donné un couteau. Il lui a dit « oh, tu peux la finir ». Je me souviens qu'après on est passé dans la pièce d'à côté. Il prenait l'aspirateur, il me mettait le conduit de l'aspirateur autour de la gorge, il serrait, etc. Et après, il y avait 2 greniers. L'appartement finissait par 2 greniers. Il m'a mis dans ce grenier-là. Il faisait très très froid, il faisait sombre. Il m'a violenté. Et il m'a laissé dans ce grenier. Plusieurs heures. Je sais pas combien de temps. C'était long. J'avais très très froid, mais quelque part, j'avais peur qu'il revienne. Donc j'étais très bien d'être toute seule dans ce grenier, même si j'avais froid et que j'avais mal partout. Je saignais, j'avais la tête, tout est arraché. Enfin, j'étais vraiment... Et puis j'écoutais les pas, s'il allait revenir et tout. À un moment donné, il est revenu, je sais pas combien de temps après. Il m'a remis dans la chambre sur le sommier. Et je devais rester allongée. Je suis restée des jours. De temps en temps, il ouvrait, il refermait, ses parents ouvraient, fermaient. Comme si ils attendaient à ce que je décède. Ah non, elle est pas morte. Ah bah non, elle est pas morte. Je savais de toute façon à ce moment-là que dans l'état dans lequel j'étais, ils allaient jamais me laisser partir. Et un jour, la porte s'ouvre et c'est sa sœur. Parce que sa sœur a travaillé toute la semaine sur Paris et elle rentrait le week-end. De temps en temps, elle rentrait de moins en moins. Et elle me regarde, elle me dit Tatiana. Elle me prend dans ses bras, elle pleure et elle pète un plomb. On va voir sa mère, son père, elle dit vous êtes des fous, vous êtes des malades. Parce que elle, son frère l'a frappée. Donc elle savait c'était quoi. Et elle me dit écoute, mon frère il est pas là. Tu vas partir, je vais t'aider. Je prends la voiture, elle a pris la voiture familiale, elle l'a mis en bas, etc. Elle me descend. Moi, je veux aller dans la chambre récupérer mon enfant. Il y a son père qui se met entre nous. Il me colle un coup de poing, il prend le petit machin et tout. J'étais pas bien sûre qu'il l'aimait et qu'il allait pas aussi le zigouiller parce qu'il me disait « je te tue, je tue l'enfant et je me tue après ». Je descends, la sœur veut me faire monter dans sa voiture. Et là, je me dis c'est un piège. C'était pas un piège, hein, avec du recul. Mais là, je me dis c'est un piège. Je pars à pied, en courant. Je me mets à courir entre 2 villes jusqu'à Rouen. C'est des kilomètres. Je sais pas, j'ai dû mettre 3 heures. Et j'arrive à l'hôpital, à l'accueil des urgences, et là, je m'effondre. C'est tout ce que je me rappelle. Je me réveille, et il y a un médecin qui arrive et qui me dit, je suis un médecin légiste. Vous avez reçu des coups, vous avez été violenté, ça se voit, voilà. Donc on m'a dit, est-ce que je veux porter plainte? J'ai dit non, parce que j'avais peur des représailles. Et donc là, il m'a ausculté, il m'a dit, je sais même pas comment vous faites pour être vivante. C'est comme ça que j'ai eu mon déclic. Et j'ai rencontré un homme qui est avocat, maître Mou, qui, sorti de l'hôpital, m'a dit « je vais te trouver un appartement, faut pas que tu y retournes, etc. » Et donc, grâce à lui, j'avais 4 murs et j'en sortais pas. Ça fait partie aussi de cette emprise qui commençait à se détisser, en fait, quelque part. Donc j'avais un appartement, j'avais eu le déclic, je savais que si j'y retournais, j'allais mourir. Et j'avais cet avocat qui m'aidait financièrement, trouver du travail, payer mon loyer. Il faisait faire des papiers, donc j'avais des bons pour alimenter mon enfant, pour aller chercher des pots de lait. Parce que quand on sort de ça, on travaille plus, on n'a plus rien, quoi. Moi, il m'avait fait tout perdre. J'ai essayé d'élever mon enfant, même si c'était compliqué, parce que l'enfant d'un viol, quelque part, c'est pas pareil qu'un enfant qu'on a voulu, quoi. C'est différent. En plus, il avait lui aussi son visage, donc je comprenais mon père. C'est pas pour ça que je me disais que j'étais sauvée. Lui était tombé en prison entre-temps. Je n'avais pas porté plainte, donc il a fait que 2 ans ferme. Et le déclic. Après, j'ai rencontré mon homme qui aujourd'hui est mon mari. Je pense que je serais morte si je l'avais pas rencontré. Quoi qu'il arrive, il m'aurait retrouvée. Sorti de prison, il s'est retrouvé en bas de chez moi. Il a sonné, c'était lui, pour récupérer sa proie. Sauf que cette fois, c'est mon homme, un homme de 2 mètres qui est descendu. Vous savez, j'ai rencontré, et quand on s'est vu, c'était un coup de foudre. Mais moi, il était hors de question que j'entende parler des hommes. C'est-à-dire qu'à minuit, 1h du mat, j'angoissais, je partais de chez lui, je m'en allais à pied chez moi, parce que j'ai gardé très longtemps mon appartement. Mais il a fallu du temps pour faire confiance. Dès qu'il levait un peu la voix, pour moi, ça recommençait. S'il arrivait d'un pas trop fort, je me disais, ça y est, il vient me fracasser. C'est un tas de trucs qui fait que je vous dis, on reste pas victime à vie, mais par contre, à vie, on se reconstruit. Moi, j'étais un déchet. Il m'a réappris à avoir confiance en moi, à me dire que j'étais belle, à me dire que j'étais intelligente, que j'étais cultivée, que j'avais des talents. Il m'a réappris à être une femme. Oui, je suis heureuse de tout ça, mais je serai jamais fière de moi. Parce que j'ai un enfant issu d'un viol peut-être, mais qui a grandi du coup malheureux. Parce que j'ai pas aidé ma maman.
Et que si j'avais parlé peut-être une fois, elle serait vivante aujourd'hui. Je suis pas un ange, je suis pas une sainte, j'ai fait plein d'erreurs. Non, je serais jamais fière de moi. Mais je suis pas fière, je suis juste heureuse quand j'ai des retours des gens qui sont en vie, quoi, et en bonne santé. À cause de ce qu'on vit dans notre enfance, on est prédisposé à vivre des choses plus tard. Donc j'aurais plutôt envie de parler aux parents de mes parents. J'aurais envie qu'ils éduquent à la violence conjugale. Parce que si on lui avait dit à ma mère que c'est pas normal ce qu'elle vivait, elle serait pas morte. Moi, elle me l'aurait expliqué, j'aurais pas failli mourir. Donc je peux comprendre qu'on nous comprenne pas. Lisez les histoires de personnes qui se font violenter pour comprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons éduquer. Et dès l'école, on éduque sur la sexualité, sur comment on fait les bébés. Et la violence conjugale, c'est dans un foyer sur 10, juste recensé, plus tous ceux qui parlent pas. Un foyer sur 5, quoi, en gros. Et c'est ça qu'il faut que le gouvernement prenne vraiment en compte et le mette dans les programmes. C'est important. Et j'en veux pas aux gens qui ne comprennent pas. Juste, il ne faut pas juger, il faut apprendre à comprendre. Mais pour ça, ça fait partie de l'éducation. Donc, éduquons nos enfants. Si ça devient plus une normalité, alors il y en aura plus demain.